Bonjour à tous et bienvenue sur RCF, c'est la matinale, il est 8h10 et ce matin, à la veille de la Journée mondiale des malades, nous nous intéressons à la place des patients dans le système de soins français avec une question: comment transformer l'expérience de la maladie en expertise au service du soin? Notre grande invitée est la fondatrice de l'Université des patients, une des pionnières dans les années 80 de l'accompagnement des malades du sida. Catherine Tourette-Turgis, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, chercheur au CNAM, directrice du master en éducation thérapeutique à Sorbonne Université et, je l'ai dit, fondatrice de l'Université des patients. Qu'est-ce que ça veut dire être un expert de sa maladie ? Être un expert de sa maladie, c'est avoir transformé quelque chose de son expérience, d'avoir été malade ou d'être malade, en savoir et en connaissances qui vont servir à d'autres. Ça, c'est extrêmement important. Dans notre société, on peut tout d'un coup acquérir des compétences dans des situations hostiles. Quand on est face à une situation hostile, on développe un savoir, on s'adapte, on s'ajuste, etc. Et donc, pour moi, c'était complètement important qu'il y ait un espace académique universitaire qui reconnaisse l'expérience qu'on acquiert. Ça veut dire que la maladie peut être un lieu d'apprentissage sur soi, sur la maladie, mais aussi sur le système de soins français ? La maladie est un lieu d'apprentissage énorme, inédit, parce qu'en fait, confronté à la maladie, on découvre des choses de soi et on découvre les compétences pour y faire face. C'est-à-dire, il n'y a pas dans les systèmes d'éducation, il n'y a pas dans nos sociétés des espaces tout près où on vous dirait « Tiens, vous êtes malade, vous allez donc apprendre à développer des compétences. » Je veux dire, en général, le malade, il est plutôt disqualifié socialement. Il est souvent, d'ailleurs, dans certaines maladies, très proche d'être stigmatisé, mis de côté. Et donc, c'est important de faire exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire dire, finalement, à l'occasion de cette maladie, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Bon, ce qu'on peut apprendre... souvent, d'ailleurs, on n'apprend pas. C'est-à-dire, c'est de l'apprentissage en urgence. La première chose qu'on apprend, on apprend un diagnostic. Le diagnostic, c'est pour soi, mais la première chose à apprendre, c'est comment en parler à mes enfants, comment en parler quand je vais rentrer à la maison. Ça, c'est des apprentissages qui ne sont pas prévus. Comment apprendre à faire avec une maladie qui est chronique, c'est-à-dire que de temps en temps, ça va bien, de temps en temps, il y a des crises, il y a des poussées. Et donc, comment apprendre à gérer cela ? Et puis peut-être apprendre un autre côté de la vie qui est la vulnérabilité, apprendre qu'il faudra parfois être fier, qu'il faudra faire face, parce que tout d'un coup, le fait qu'on est malade, hop, on est privé de crédit. Enfin, ce sont quand même des apprentissages majeurs. Et puis il y en a un autre, et je pense que votre radio y est sensible, c'est apprendre sa mortalité, c'est-à-dire apprendre que ça pourrait se terminer, que ça pourrait finir. Et donc ça, c'est pas prévu. On fait nos vies sur une immortalité, sur des années et des années. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient nous dire « Ah, stop, ça pourrait s'arrêter. » Ou ça pourrait ne pas se passer comme vous avez prévu. Et ça, c'est des merveilleux apprentissages. Merveilleux apprentissages ? Oui, apprendre qu'on est mortel, apprendre que les choses ne vont pas se passer comme on avait prévu, ça peut être un merveilleux apprentissage parce qu'on se repositionne. On va chercher le fond de nous-mêmes, on va chercher ce qui est essentiel. Et donc, on reconstruit. On reconstruit avec ses proches, avec ses enfants. C'est de nouvelles valeurs qui vont venir nous animer. Et ça, c'est une contribution à la société. Et c'est ça qu'il faut valoriser ? C'est ça qu'il faut valoriser. Et c'est ça que j'ai décidé de valoriser en transformant ça, en créant un espace qui dise aux malades « Et si vous veniez apprendre sur ce qui vient de se passer, si on mettait en valeur ce que vous venez d'apprendre, si c'était des apprentissages pour le reste de la société, et ça s'appelle un diplôme. Et ça s'appelle tout l'hommage que je rends, moi, à Sorbonne Université, d'avoir accepté. » C'était important de passer par l'université pour cette formation ? Pour moi, c'était essentiel de passer par l'université parce qu'en France, sans diplôme, on n'a pas de reconnaissance. Nos institutions fonctionnent sur des rituels, sur des reconnaissances. Et parmi celles-ci, il y a le diplôme. Et le diplôme, c'est un instrument de circulation symbolique dans la société. Moi, je le vois, les malades qui disent « maintenant que je suis diplômée,
et que je rentre dans l'université, que je vais travailler dans le service, c'est un autre regard que l'équipe soignante porte sur moi. Tout d'un coup, j'ai une reconnaissance, j'ai une légitimité. Ils me font confiance pour que je puisse intervenir auprès de d'autres patients ou que je puisse intervenir auprès d'une équipe. Bien évidemment que nos diplômes, je pense d'ailleurs qu'en France, on peut être assez fier de l'accès public, l'accès gratuit à beaucoup de diplômes. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y a rien de prévu pour la formation et l'éducation tout au long de la vie ou la formation continue des malades. Si un malade, il n'est pas dans une situation de travail, personne ne paye pour sa formation continue. Ça veut dire qu'on les avait oubliés. Or, il y a 17 millions de malades chroniques. Donc, pourquoi avoir oublié et exclu finalement, ou pas avoir inclus dans la formation continue les personnes qui ne sont ni au chômage ni en travail, c'est ça? Exactement. Et donc, si vous voulez, j'ai vu que là, il y avait un espace vide. Et je me suis dit, mais voilà une proposition à faire. Ces personnes sortent transformées de cette formation, transformées psychologiquement, transformées socialement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, c'est une excellente question parce qu'on est en train de conduire des enquêtes, mais on en a déjà conduit une qui s'appelle Le Grand Bleu, et on a vu que les personnes sortaient avec une meilleure estime de soi, avec le sentiment de récupérer de sa propre valeur existentielle. Ils sortaient avec des compétences, ils sortaient avec les effets, c'était une meilleure communication avec leurs soignants, une confiance en soi, un désir d'apprendre, une remobilisation. Parce que quelquefois, si on est chez soi et qu'on n'a plus ce sentiment d'utilité sociale, eh bien on finit par désespérer un peu. Catherine Tourette-Turgis, vous avez évoqué les maladies chroniques. Quels sont, entre guillemets, les patients, les malades qui sont concernés par votre formation? L'université des patients, c'est au moins 18 maladies chroniques différentes. Donc, c'est toutes maladies chroniques confondues. Alors, je peux en citer quelques-unes. La maladie de Crohn, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, l'hépatite. Et puis, il y a le cancer? Alors, le cancer, oui, puisqu'on a un diplôme destiné aux personnes vivant avec un cancer, un diplôme donc qui est mission accompagnement du parcours patient en oncologie. On a un autre diplôme en éducation thérapeutique, toutes pathologies confondues, et un troisième diplôme sur démocratie en santé pour les personnes, notamment souvent les personnes des associations qui veulent apprendre à faire du plaidoyer. Donc on a aussi beaucoup de personnes avec une sclérose en plaques. On a toutes les maladies. Il n'y a que des patients ou il y a aussi des soignants qui se joignent à votre formation? On a un diplôme en éducation thérapeutique où c'est presque 50-50, c'est-à-dire 50% de soignants, 50% de patients. Et ils apprennent ensemble à co-animer des ateliers d'éducation thérapeutique. En cancérologie, on a essentiellement des patients. Et démocratie en santé, des patients et aussi des représentants d'usagers et aussi quelques personnes qui ne sont pas malades, mais très très peu. Catherine Tourette-Turgis, on a parlé des patients, on a parlé de votre formation, mais je voudrais aussi qu'on parle du système de soins français. Pourquoi notre système de soins a-t-il besoin de l'expertise des patients? Notre système de soins français, et je ne parlerai que de la partie qui me concerne, car en ce moment, il y a bien quelque chose qui se passe dans le système de soins français, mais je ne suis pas légitime pour en parler de toutes les composantes. La composante patient, elle est essentielle si on ne collecte pas d'une certaine manière l'expérience patient. On ne peut pas faire évoluer, on ne peut pas améliorer l'organisation du système de soins. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, pour améliorer l'organisation des parcours de soins, c'est évident qu'il faut partir des patients. Aujourd'hui, on ne les écoute pas assez à l'hôpital, les patients. Quelle est la place des patients dans notre système de soins actuellement? La place des patients dans le système de soins, elle est en train d'avancer. Ça progresse quand même, les choses changent. Elle progresse, il y a des dispositifs législatifs. Dans Ma Santé 2022, il y a des choses de prévues, décrites, donc elle ne cesse de progresser. Mais c'est toute une révolution peut-être culturelle qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire quand on dit un patient partenaire, c'est un patient partenaire d'une équipe. C'est difficile ça à faire passer. C'est-à-dire comment
faire que si le patient il est partenaire d'une équipe, il va apporter lui aussi de la connaissance. Bien évidemment, ce n'est pas de la connaissance médicale, c'est de la connaissance expérientielle, c'est-à-dire il va apporter des éléments de l'expérience de la maladie qui vont venir compléter les connaissances médicales. L'idée, c'est de remettre le patient au centre, d'en faire un acteur du soin. Alors, remettre le patient au centre, le système de santé, on ne sait pas trop s'il a un centre, mais mettre le patient dans l'équipe et donc faire qu'on puisse tout simplement inclure des patients dans les équipes de soins. Et nous avons cette année plusieurs patients qui ont été d'ailleurs embauchés pour assurer ces fonctions de patients, soit coordinateurs de l'expérience patient, de patients partenaires dans le parcours en oncologie, etc. De toute façon, le patient, si on prend les maladies chroniques, il passe une partie de son temps en dehors de ses soignants. Or, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Il participe à ses propres soins. Donc c'est évident que je ne vois pas comment on pourrait faire sans la partie la plus importante, qui est la partie de vivre la maladie en ambulatoire à la maison. Et aujourd'hui, Catherine Tourette-Turgis, parce que ça fait quand même longtemps que vous êtes engagée dans ce combat sur la place des patients, quel regard porte le corps médical sur votre travail ? Le corps médical avance beaucoup. Il y a 3 ans, 13% des patients qui arrivaient à l'université des patients arrivaient par les soignants. Maintenant, on est à 28%. C'est-à-dire, je reçois souvent, d'ailleurs souvent le week-end, dimanche matin, des mails d'équipes de soins, de chefs de service qui me disent surtout, chers collègues, est-ce que vous pouvez prendre madame ou monsieur un tel ? On en a vraiment besoin dans le service pour conduire telle ou telle activité. Enfin, ça avance beaucoup de ce côté-là. Alors, peut-être même des fois, on pourrait dire, vous savez, inclure des patients, ça pourrait aussi soigner les soignants. Parce qu'ils souffrent. Et sur les bancs, les facs de médecine, on commence à écouter l'expérience des patients ? Sur les facultés de médecine, il y a de nombreux patients qui interviennent. Il y a la belle expérience d'Olivia Gross à Paris 13, qui ont fait tout un travail, y compris de recherche et d'évaluation des enseignements donnés par des patients en faculté de médecine. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que ça veut dire que les patients ont à se faire confiance ? Alors, et à oser prendre la parole devant une équipe médicale, c'est pas toujours facile. La question, ça serait qu'est-ce qui fait que quand on est en situation de fragilité, on perd confiance en soi ? Qu'est-ce qui fait que quand on est malade, on finit par ne plus se fier à soi ? Comme si en perdant un bout de sa fiabilité biologique, puisque la maladie, elle touche à la fiabilité biologique, on perdait les autres. Donc ça, ce sont sûrement des choses qu'il faut explorer, comprendre. Et donc c'est important. Enfin, moi, au bout de toutes ces années d'université de patients, je sais que ce point-là, il est fondamental. C'est-à-dire que dire à un malade, il y a quelque chose qui est vulnérable chez vous, mais il y a quelque chose aussi qui est résilient, il y a quelque chose qui est fort. C'est toute une transformation, c'est une révolution sur soi-même d'être malade. Et donc je crois qu'il faut partir de là, il faut des espaces. C'est vrai que l'université des patients, elle sert aussi d'espace transitionnel. Beaucoup de patients viennent en disant mais la vie après, elle n'est plus comme avant, Catherine, il faut continuer votre action. C'est-à-dire il y a quelque chose comme vraisemblablement une transformation, une nouvelle naissance à soi, enfin quelque chose qui finalement est encore très peu connu. Catherine Tourette-Turgis, cette conviction de la force et de l'importance de la parole des patients, vous l'avez forgée pendant ces années 80 où vous avez accompagné les premiers malades du sida. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là ? Oui, cette conviction qu'en fait on peut transformer sa souffrance qui nous arrive en quelque chose qui après va nous appartenir et à partir duquel on va se reconstruire. Alors ce sont bien sûr pour moi les années sida, mais je ne vous cache pas que c'est aussi mon histoire personnelle. C'est-à-dire j'ai dû moi aussi faire face très tôt dans ma vie, dans mon histoire, à quelques petites situations, on pourrait dire, hostiles. Et donc l'ayant vécu, l'ayant revécu,
Moi, je crois que je l'ai revécu 2 fois. Je l'ai revécu. Moi, je fais partie de la génération 68, 70, et là, on nous a un petit peu donné une feuille de route qui était débrouillez-vous pour améliorer la société, faire qu'il n'y ait plus de Shoah, faire qu'il n'y ait plus de choses horribles qui se passent. Et puis le féminisme, transformez-vous vous-même, débrouillez-vous. Bon, donc ça, je crois que ça a été le premier, c'est ma vie, le deuxième, ce qui se passait là, et le troisième, alors là, évidemment, là, la lutte contre le sida, où tout d'un coup, je me suis trouvée à accompagner des gens de mon âge dans la lutte contre le sida, à un moment où il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien du tout, où l'écoute, c'était le seul soin, où j'ai bien compris, et j'ai vu, de mes yeux vus, comment les malades se sont auto-organisés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et les malades dans tous les pays du monde. Les médecins n'avaient pas le savoir, là. Les médecins n'avaient pas le savoir, mais ils avaient la compassion. Les malades n'avaient aucune solution, et dans tous les pays du monde. Là, il a bien fallu montrer que si on ne prenait pas sur soi, et si on n'essayait pas soi-même, finalement, moi je dis souvent, les malades, ce n'est pas le problème. Les malades, ça fait partie de la solution. C'est-à-dire qu'il faut partir de là où ça se passe, comment ça se passe. Et on voit qu'à ce moment-là, ce sont les malades dans la lutte contre le sida qui ont orienté les politiques publiques, qui ont donné les solutions pour la prévention et qui ont surtout enseigné la solidarité. Les malades font partie de la solution. Merci beaucoup, Catherine Tourette-Turgis, d'avoir été ce matin notre grande invitée. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'Université des patients. On mettra tous les liens nécessaires sur la page de la matinale. Merci beaucoup.